Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour. On est aujourd'hui dans une situation quasiment explosive en Haïti, avec une crise de carburant qui exaspère de plus en plus les citoyens. Nos politiciens, nos élus, sont impliqués dans des scandales à longueur de journée. Les nerfs sont à vif. On veut comprendre pourquoi, où l'on va et comment sortir de cette situation. Pour faire le point autour de ces questions ce matin, je reçois à la rubrique Le Point la sociologue Michèle Auriol qui est avec nous. Madame Auriol, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Un plaisir de vous recevoir, Madame Auriol. Merci déjà du sacrifice pour arriver ici à Métropole dans ce contexte particulier ce matin. Ce sera peut-être plus difficile de repartir. Oh oui, j'ai l'impression parce que là, ça tend à s'amplifier dans les rues. Vous avez pensé quoi ce matin en laissant chez vous, dans un contexte où il y a des menaces, une grève annoncée? Ça vous dit quoi, tout ça? Bon, ça fait plus de 30 ans maintenant que nous vivons des événements plus ou moins tragiques, des situations plus ou moins dangereuses. Et j'ai un peu l'esprit de contradiction. Ça m'embête de rester chez moi quand on me dit de rester chez moi et que je n'ai pas décidé de rester chez moi. Et j'avais aussi l'envie de voir ce qui se passait dans la rue, parce qu'il y a plein de gens dans la rue, en fait, qui essayent à pied, qui essayent à moto de gagner leur vie, parce que leur vie dépend de leurs activités au quotidien. Donc, et moi, j'avais envie de voir comment ça se passait et d'être un peu dans l'actualité plutôt que de la regarder de chez moi ou de l'écouter à la radio chez moi. Le sociologue, il va en profondeur. Le sociologue ne s'arrête pas à ce que tout le monde peut voir. Aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, depuis pratiquement 1 an, 2 mois ne se passent sans qu'on ait des situations de tension en Haïti. Des mouvements de grève, protestations. Après 6-7 juillet, on a connu quoi? 3 épisodes de Pays Log et tout ça. Et comment on est arrivé à ça? Avec votre regard de sociologue, qu'est-ce qui peut expliquer cette tension dans un pays qui n'est pas en guerre? Bon, je crois que beaucoup de gens se laissent prendre par l'actualité. Ça veut dire que ce sont des phénomènes assez spectaculaires. Ça veut dire que j'ai traversé Port-au-Prince pour venir ici à Delma. Toutes les rues étaient vides. C'est impressionnant. Donc on se dit, il est en train de se passer quelque chose aujourd'hui. Mais il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire les gens dans les pompes, Pays Loc et tout ça. Pour moi, il y a des phénomènes qui se passent aujourd'hui dans la société haïtienne qui sont autrement plus inquiétants que ces phénomènes de grande visibilité. Je prends par exemple ce que j'ai reçu hier sur mon téléphone, une femme qui est en train d'houspiller un enfant de 10-12 ans, et à un certain moment, je ne sais pas à court d'arguments ou quoi, elle se met à lui lancer des pierres, elle lui casse la tête, et c'est son entourage qui intervient pour préserver cet enfant. Elle menace aussi de le tuer s'il continue. On est dans un phénomène de déshumanisation qui a commencé avec... on a entamé un cycle de déshumanisation avec les événements de 86, où on a vu, enfin j'ai l'âge de pouvoir en parler, ayant assisté à un certain nombre de choses, où l'on a vu, par exemple, déterrer le cadavre du général Gracia Jacques, qui était mort 1 an plus tôt, et les gens mangeaient Et donc, on voit ces phénomènes de cannibalisme qui passent eux aussi sur WhatsApp. Récemment, il y a un membre de gang qui a été tué dans la Tibonite, et les gens se sont promenés avec sa tête coupée. Et on a un phénomène qui est un phénomène à bas bruit, comme on dit, qui est le phénomène du lynchage. Ça veut dire que
On l'a vu aussi encore la semaine dernière ou la semaine d'avant, un enfant se faire lyncher devant le Parlement, sous les yeux de la police. Sous les yeux de la société tout entière. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement inquiétants parce que ça veut dire que quelque part, aussi bien la vie que la mort n'ont plus la valeur qu'ils avaient dans cette société haïtienne traditionnelle. Et j'ai travaillé il y a 2 ans, 2-3 ans, ça a duré à peu près 1 an à Baon, qui est une petite commune du nord et on a fait le dépouillement de la main courante de la police, 32 lynchages en 3 ans. Donc c'est un phénomène massif, mais dont on ne parle pas. Donc on parle du lore, on parle de l'essence, on parle de la mauvaise gestion de l'administration, mais ces phénomènes sociaux profonds, inscrits dans le long terme, on ne s'en rend même pas compte. Et pour moi, c'est extrêmement indicatif du mauvais état de santé d'une société. Mais justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que cela pourrait traduire quand on commence à agir de la sorte, et pire encore, on n'en parle pas. Donc, ce n'est pas un problème. Un enfant c'est banalisé. C'est banalisé. Donc, qu'est-ce que cela pourrait traduire, justement, en profondeur? Moi, je crois que le fond de la question aujourd'hui, c'est qu'il y a et ça a pris du temps aussi à se mettre en place. Toute autorité est illégitime. Et toute autorité est par définition excessive. Et la disparition de l'armée, avec tous les arguments qu'on peut avoir en termes de responsabilité ou d'irresponsabilité des FADH, la disparition de l'armée a aussi été la disparition de l'autorité en Haïti. Donc, et moi, ayant une spécialité sociologie rurale, moi j'ai vu des phénomènes de mentalité. Ça veut dire que la croyance dans les loups-garous, que les femmes sont souvent accusées de sorcellerie, etc. Mais à chaque fois qu'il se passait ce genre de phénomène, puisque ça fait partie de la cosmogonie vaudou, hein, cette idée que la personne qui est en face est en même temps cette personne, mais elle peut être autre, puisque le soir tu peux te transformer en loup-garou, ou bien tu peux être possédé par un loi, etc. Ce fond, cette conception du monde, elle existait, et de l'autre, elle existait déjà dans cette société, mais il y avait les structures qui permettaient de gérer ce phénomène. Donc on ne pouvait pas, sous prétexte que Madame Telle mange les enfants dans le quartier, et c'est une croyance profonde, passer à son exécution. Passer à son exécution. Donc je crois que on a d'un côté donc ces phénomènes qui sont en train de s'amplifier, d'un autre côté un fond de culture, une conception du monde qui pousse à certains actes là aujourd'hui, et en face, il n'y a plus les institutions qui permettent de canaliser ces pulsions profondes de la société haïtienne. Donc là, on parle d'autorité, on parle de la faiblesse de nos institutions, notamment. Essayons de ne pas utiliser d'euphémisme. Je pense que la Constitution de 87 a mis en place, parce qu'une constitution, contrairement à ce que les gens racontent tout le temps, c'est pas un projet de société. C'est une façon d'organiser l'État et de distribuer le pouvoir à l'intérieur de l'État. Et c'est pour ça que la Constitution est un gros enjeu. Ça veut dire que les gens qui regardent par exemple la séance qui s'est passée au Sénat l'autre jour, ils se disent ces gars sont corrompus, ces gars ne savent pas ce qu'ils font, etc. Mais c'est le dispositif institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui qui pousse à la corruption, qui pousse à un certain nombre de choses que nous, citoyens, nous regardons à distance. Ce sont des effets, ce ne sont pas des causes. En d'autres termes, comment dire, la façon de distribuer le pouvoir au Parlement, à l'exécutif, au judiciaire, met les acteurs politiques dans une situation d'irresponsabilité et en même temps de compétition. C'est une compétition, il faut voir la progression avec les années du nombre de candidats à tous les postes électifs. On se retrouve dans une situation où tout le monde a toutes les ambitions d'avoir accès à l'État
pour en profiter de façon personnelle et pas pour gérer le pays. Est-ce que vraiment c'est la Constitution, le problème, ou le non-respect de ce qui est écrit dans la Constitution? Bon, oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Constitution est bonne, mais que c'est son exécution. Je pense qu'il y a eu très peu d'intellectuels en 86-87, au moment où on discutait de Constitution, qui ont eu le courage de dire « ça ne va pas marcher ». Michel Wolff-Trouillot a été l'un de ceux qui a assumé la responsabilité de le dire. Il a dit « attention, il y a un certain nombre de dispositions, ça va créer problème, et ça a créé problème au-delà même de ce qu'il avait imaginé ». Je prends une disposition simple. Tous les postes électifs aujourd'hui en Haïti sont pourvus par le suffrage universel direct. Ça n'existe dans aucune démocratie occidentale. Donc on est en train de copier des choses qu'on prend ici et là, et je pense que les constituants, il leur manquait une machine à calculer pour voir le coût de tout ça, et un bon graphiste pour leur faire un organigramme pour voir comment tout ça allait marcher. Donc comment peut-on imaginer essayer les Haïtiens n'ont pas les références, c'est normal, mais il faut essayer de voir comment les institutions sont organisées ailleurs. Même aux États-Unis, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct. Ce sont des élections indirectes. Le Sénat en France, les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct. Ils sont élus par les corps constitués. Les maires se réunissent et élisent un certain nombre de sénateurs. Donc les différents corps de l'État ne sont pas tous élus au suffrage universel direct. Et quand la France a décidé d'élire un certain nombre de responsables politiques au suffrage universel direct en 1870, ils ont immédiatement mis l'école primaire obligatoire en place, et de façon effective et de façon réelle, et pas seulement dans les mots. En d'autres termes, il y a différents modes électoraux. Il y a un nombre infini de modes électoraux à travers les démocraties occidentales, donc, et pas seulement le suffrage universel direct. Donc, et là, il y a des choses à doser. Je relisais récemment un texte de Marc Bazin qui parlait des proportionnels pour que... Et puis, il y a l'élément fondamental qui est l'existence et le fonctionnement réel des partis politiques. Donc, puisque ce sont dans les partis politiques que se forment les gens qui vont aller exercer. Tandis que là, on prend des gens un peu au petit bonheur, la chance, en fonction de... Qui est-ce qui peut gagner, qui est-ce qui est plus populaire, et puis voilà. Et puis, qui est-ce qui peut avoir accès à de l'argent. Steven Benoît a dit récemment qu'une élection de sénateur coûte 5 millions de dollars. Où un candidat va-t-il trouver 5 millions de dollars? Il faut avoir les acquaintances et les contacts. Voilà, avec un phénomène subsidiaire qui a son importance, c'est que quand quelqu'un est candidat, il monte son gang pour sa campagne électorale. Et en général, il cherche des évadés de prison, il cherche des gens qui ont fait de la prison, des gens qui ont déjà tué. Et on se demande d'où viennent les gangs à Port-au-Prince. Il y a une partie des gangs, c'est leur origine. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont aidé les sénateurs ou des députés à faire campagne. Maintenant, une fois que celui-ci a gagné, il monte à Port-au-Prince avec sa bande. Et puis, on a des phénomènes... Donc, par exemple, sur ce cas précis, est-ce que c'est la Constitution ou parce qu'il y a une institution qui n'a pas joué son rôle? Le contrôle ou... Bon, le dispositif du suffrage universel direct ouvre la porte à toutes les démagogies. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, il s'agit de gagner des suffrages, donc de payer dans certains cas, mais surtout d'avoir une capacité de violence pour pouvoir organiser, pouvoir capter des voix et passer... mais on est vraiment dans l'absurde. Ça veut dire que quand je prends les élections de 2010, de 2011 par exemple, il y a Yolande Manigat qui est en tête avec un peu plus de 30% des voix, mais vu le taux de participation à ces élections-là, ces 30% qu'elle fait au premier tour ne représente pas 7% de l'électorat. Donc ça veut dire que on dit à chaque fois oui, il faut voter pour. Non, il faut changer le système électoral et il faut le changer, et la Constitution d'abord, le système électoral ensuite, avant les prochaines élections. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc on va avoir à nouveau des gens qui répondent à un certain profil,
que nous n'aimons pas, dont nous voyons les conséquences au quotidien, et on a du mal à faire le lien entre le dispositif institutionnel et le vécu quotidien du politique. Maintenant, changer la Constitution avant les prochaines élections, certains vont dire que c'est carrément impossible, parce que selon la procédure tracée, c'est cette législature qui devrait soumettre un rapport et lancer le processus. Est-ce que là, vous nous dites que ce n'est pas au Parlement de faire ce changement? Non. D'une part, ils n'ont plus la crédibilité pour le faire. Deuxièmement, si on peut me dire quels sont les points de la Constitution qui sont respectés, je serais ravi de l'apprendre. Donc, je ne vois pas pourquoi on respecterait la Constitution sur ce point-là, qui enlève la parole aux citoyens sur son destin. Un référendum, une consultation populaire bien organisée et respectueuse du citoyen, ça peut s'organiser. Donc, depuis le temps qu'on est en train... C'était constitutionnel de faire entrer les Américains sur ce territoire. Ça a été constitutionnel de vivre pendant 25 ans avec des militaires étrangers sur le territoire haïtien. C'est dit où dans la Constitution? Alors ça, on l'accepte, mais on n'accepte pas de redonner la parole aux citoyens pour qu'ils disent « cette Constitution, elle ne marche pas, je veux une autre qui me donne une classe politique plus propre. » Donc vous êtes pour un référendum? Je suis totalement pour un référendum. Large consultation, préparation de documents, et de façon organisée, mais de façon indépendante du pouvoir politique. Nous ne pouvons pas être en train tous les jours de dire que ces politiciens sont décriés, c'est scandale sur scandale. Chaque semaine, il y a un nouveau scandale. Et puis on dit que c'est à eux de refixer les règles du jeu. Il y a une contradiction, je pense, là, qu'il faut assumer. Maintenant, quand vous regardez cette société, parce que là, et c'est vrai que, je l'avais dit, vous allez au-delà de ce que moi je peux voir et que tout le monde peut voir. Mais à bien regarder la chose, on se demande est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent vraiment produire un document sans intérêt personnel, et est-ce qu'il nous reste encore de la valeur pure qui puisse nous offrir une constitution qui réponde à ces obligations actuelles, Mme Mouriol? Comment dire, il y a peut-être pas aujourd'hui beaucoup de gens disposés ou qui ont la préparation nécessaire pour une telle opération, mais ces gens existent. Et il y a la chaire Louis-Joseph Janvier à l'université Quisqueya, il y a le travail qui a été fait par l'équipe les spécialistes engagés par le député Tardieu. Je pense qu'on a quand même, et puis en plus, je pense qu'il y a toute une production constitutionnelle qui a été faite sur les 200 dernières années. Tout n'a pas été mauvais. Il y a encore des choses qu'on peut reprendre de ces constitutions-là. Parce que toute la question, c'est vraiment comment dire, pour une chef, c'est ce que définit la Constitution. C'est la façon de devenir chef et quelle partie de pouvoir est attribuée aux uns et aux autres. Donc, et ça, il faut qu'on soit clair dessus et il faut qu'on mette en place un dispositif qui ne crée pas les contradictions que crée aujourd'hui la Constitution. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation. Montesquieu dit que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir, mais il n'y a plus de limite entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc il faut redéfinir tout ça. Il faut redéfinir tout ça. Maintenant, la place de... Alors, j'allais vous dire qu'il y a une crise de confiance, vous le savez. Et on va toujours croire que cette personne va mettre quelque chose pour son intérêt personnel et tout ça. Et quelle est la place de l'éducation dans tout ça? Maintenant, pour avoir une nouvelle constitution, si on passe par référendum, quelle est la place de l'éducation? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont assez formés pour faire le bon choix, pour vraiment voter ce qui est bon, ce qui est digne? Parce qu'on se lance de plus en plus dans le populisme. Les gens votent que selon leur intérêt. Mais les gens ne votent pas. Quand on regarde les taux de participation aux élections, c'est ridicule. Le maire actuel de Port-au-Prince, il a été élu avec moins de 10 000 voix dans une commune où il y a 1,5 million d'habitants. Les gens ne votent pas. Et moi, je pense que... Enfin, j'ai un vécu récent. Tout le monde a toujours dit que le paysan haïtien n'a pas confiance, le propriétaire haïtien n'a pas confiance. On ne peut pas faire le cadastre en Haïti.
Et nous, au SIAT, on vient de passer 5 ans à faire le cadastre dans 5 communes de ce pays. Mais nous commençons avec quoi? Nous commençons d'abord avec ce que nous appelons une campagne de communication. Ça ne se passe pas à la radio, ça ne se passe pas à la télévision. On a des équipes qui sont déployées sur le terrain pour expliquer aux gens ce qu'on va faire. Il faut parler aux citoyens, il faut leur parler, il faut leur expliquer. Et nous avons travaillé dans 5 communes de ce pays, 3 communes dans le nord, 2 communes dans le sud. On a travaillé dans certains quartiers de Port-au-Prince, où pas tant de pétas tirés, où pas tant de problèmes, où pas tant de non-Michel Auriol dans la rue, à voler tout le monde. Donc il faut expliquer, ça veut dire qu'on a fait du porte-à-porte, on a laissé des dépliants en français, en créole. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui résistait, je dirais, à l'opération, c'était l'interlocuteur privilégié pour lui expliquer. Et on a couvert, quand même sur une commune comme Campérin où il y a 17 000 hectares, donc 32 000 parcelles, on a tout mesuré, on a les papiers d'identité, on a les papiers de terre. Enfin, quand je dis qu'on les a scannés sur place chez les gens. Donc, il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire et je crois qu'il n'y a pas d'opération impossible et l'opération Constitution, elle n'est pas impossible. Il faut expliquer aux gens que les comportements qu'ils voient au Sénat, les comportements qu'ils voient dans l'administration découlent du dispositif institutionnel. Et je crois qu'il y a cette pédagogie à faire pour permettre de passer ce cap. Tout n'est pas perdu. Il y a des dossiers spécifiques sur lesquels il faut travailler avec compétence, avec honnêteté, mais avec ouverture. On va vous dire qu'aujourd'hui, bon, vous l'avez dit, tout n'est pas perdu, mais on a cette impression que les gens, ils arrivent au pouvoir juste pour pouvoir se faire un peu d'argent et après, bon, ils vont se dire c'est moi qui vais changer le pays. Et on a de plus en plus cette impression par rapport à tous ces scandales aujourd'hui. Est-ce que juste changer la Constitution, est-ce que ça va changer aussi la mentalité? Ça ne suffit pas. Changer la Constitution ne suffit pas. Il y a d'autres choses à faire. Mais on a pour devoir aujourd'hui, on est dans un État, il faut mettre en place un dispositif institutionnel qui permette de faire marcher l'État. Maintenant, une fois ceci fait, il faut déterminer les politiques publiques secteur par secteur, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, lorsque le Parlement a le pouvoir de renvoyer en totalité ou en partie un gouvernement, on lui livre le Premier ministre poings et pieds liés. Et les ministres également. Parce que si je suis ministre et que, bon, disons que par hasard j'ai un programme, j'ai une politique culturelle, une politique agricole, etc., pour pouvoir mettre cette politique en place, il faut que j'ai une certaine durabilité. Je ne peux pas être ministre pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 9 mois. Je pense notamment à mon ami Daniel Elie, qui a été viré du ministère de la Culture parce qu'il avait confondu un député avec quelqu'un qui venait l'embêter à son ministère à son arrivée. En France, lorsque l'Assemblée nationale renvoie un gouvernement, et le Sénat n'a pas le pouvoir de renvoyer un gouvernement, il a autre chose à faire, il a d'autres compétences, l'Assemblée nationale tombe. Il faut refaire tu jettes le gouvernement, mais tu n'es plus député. Il faut refaire les élections. Ce sont ces balances-là qu'on n'a pas aujourd'hui à l'intérieur de la Constitution et qui rend la gestion de la chose publique aussi difficile. Ils sont tout confortables. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc c'est trop de pouvoir pour eux. Ce serait ça. Je pense que ça a été plus ou moins géré jusqu'au président Préval, et puis après, on a perdu le contrôle du Parlement. Ça leur a pris 20 ans pour comprendre qu'ils étaient tout puissants. Donc maintenant, ils le savent. Michel Auriol, on va marquer la pause. Et là, je rappelle que vous êtes là avec nous, professeur, sociologue, et là, on est en train de jeter un regard sur la société et comprendre tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous avez parlé de causes plus profondes. C'est ce qu'on essaie de décortiquer avec vous. Merci de rester avec nous.
On va marquer une pause. Michel Auriol est avec nous ce matin. Merci d'être fidèle à la rubrique Le Point sur Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci de votre fidélité. À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons le professeur sociologue Michel Auriol pour un regard sur la situation aujourd'hui à travers ses yeux de sociologue. Comment comprendre tout ce qui nous arrive, des scandales à répétition, des crises à répétition et le comportement des Haïtiens. Et notamment, on essaie d'analyser tout ça. Mais parallèlement, dans les rues, vous savez, ce lundi matin, c'est une journée de grève annoncée. C'est vrai que la grève n'a été revendiquée par aucun secteur, mais au final, on a eu cette paralysie en début de matinée, des barricades dans plusieurs coins de la capitale, parfois des petits groupes menaçants et des voitures ont été caillassées. Et on parle de la police qui fait de son mieux, mais bon, et à travers, via nos reporters, on a compris que la présence n'a pas été assez forte pour rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à pied qui essaie quand même de vaquer à leurs occupations, mais ce n'est pas encore ça. Michel Auriol, on a vu pour la Constitution, vous l'avez dit, c'est un problème pour nous par rapport à comment la distribution du pouvoir a été faite. Mais quelqu'un vient de me rappeler que justement, on a eu cette constitution en 87 pour couper court, pour finir avec la dictature. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par rapport à la nouvelle réalité qu'il faudra changer ça ou à la base, au départ, c'était mal formulé? Bon, je rappelle à cette personne que le débat autour de la Constitution, comme le débat autour des partis politiques après le départ de Duvalier, c'est un débat dans lequel beaucoup de groupes politiques refusaient d'entrer parce que pour eux, ça devait être la révolution. Donc on n'avait besoin ni de constitution, ni de partis politiques, et les partis politiques étaient extrêmement décriés en 86. Donc moi je crois qu'il ne faut pas se laisser porter par les émotions. Et les gens ont voté non pas une constitution, mais l'article 291 de la Constitution qui mettait les duvalieristes hors du jeu politique. C'est surtout ça. Donc, et personne n'a réfléchi au reste, qui était vraiment comment on organise l'administration pour que les services puissent être délivrés aux citoyens, et surtout comment on gère les appétits politiques. Parce que ce que je crois qu'il faut comprendre aussi dans cette affaire de constitution, c'est que François Duvalier est élu au suffrage universel direct, il est président de la République, il verrouille la présidence avec la présidence à vie d'un côté et de l'autre côté en transmettant le pouvoir politique à son fils. Donc il y a beaucoup de frustration de gens qui veulent rentrer dans le jeu politique et qui en ont été empêchés pendant 30 ans. Et 86, moi je le vis comme une explosion d'ambition politique, déjà à l'intérieur de l'armée et ensuite dans le reste de la société politique. C'est ce qui nous a conduit à cette situation aujourd'hui. Voilà, donc maintenant il faut se mettre extrêmement calme pour réfléchir à des outils de gestion et à des outils pour canaliser ces ambitions politiques. Très bien. Parce que ce qu'il y a dans la rue aussi, c'est les élections qui ne vont pas se faire en octobre. Alors, dans des tableaux, ça, évidemment, c'est pas la première fois qu'on a vu ça, mais toujours est-il que est-ce que nous pouvons aller vers un bagage qui est bien intéressant, en ce sens que nous avons dit son réveil citoyen qui est aujourd'hui, et que nous pouvons aller vers une prise de conscience qui a abouti à une sorte de révolution? Est-ce que nous pouvons aller déjà dans ce sens-là? Bon, moi, je n'ai pas pensé que bouler caoutchouc dans la rue relevait d'une conscience politique ou une conscience citoyenne. Donc, malheureusement, ça rappelle les méthodes de certains groupes politiques qui n'ont pas été très progressistes au cours des dernières années, de ce que je sache. Maintenant, évidemment, un bouillonnement dans la société civile, là, et tout le monde a essayé, ouais, ça discute beaucoup, il y a beaucoup de groupes qui se créent autour d'un sujet ou d'un autre. Et bon, il faudrait recentrer un peu ce débat, parce que moi je pense très très profondément, je me trompe peut-être, mais mon analyse à moi c'est qu'on a d'un côté une crise sociale extrêmement profonde,
et qui pas jeter l'huile, qui pas bouler caoutchouc, mais que les conditions de vie de la population aujourd'hui sont tellement... Tout va passer dans la rue. Moun manger dans la rue, moun couper dans la rue, moun dormir dans la rue. Ce sont des conditions de vie infrahumaines. Et puis maintenant, tu as cette conception du monde et de l'autre qui fait qu'aujourd'hui, la vie et la mort, ça peut se passer en 5 minutes, comme on l'a vu devant le Parlement l'autre jour, un enfant se fait lâcher sous les yeux de tout le monde. Alors, vous avez présenté la situation avec cette crise sociale et parallèlement ce comportement un peu bizarre aujourd'hui de nos Haïtiens, le cannibalisme et le lynchage qui se font. Côté ça qui est arrivé, ce qui ça qui a abouti, Mme Auriol? Bon, ça peut continuer comme ça veut dire une espèce de pourrissement. Moi, je ne crois pas au grand soir où on va massacrer tout le monde, mais la société est en train de s'effondrer et de perdre ses repères, et surtout, on a le sentiment que les structures d'autorité ne marchent plus. Et comment dire, aussi bien pour les services à la population que pour leur protection. Donc, pour moi, c'est un cycle historique qui est en train de se terminer. Et on n'est pas encore en mesure de dessiner l'avenir. Donc ça, c'est un peu la responsabilité des intellectuels de le faire. Personnellement, je pense que le premier pas, c'est de redéfinir les modes d'accès au pouvoir politique. Donc, parce que moi, je pense très profondément, je m'y attendais, j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Je disais, il y a des élections qui doivent se faire ici au mois d'octobre. Il y a d'autres mandats qui arrivent à expiration en janvier. Il y a les mandats des autorités locales qui arrivent à expiration autour de juin-juillet de l'année prochaine. Donc, il y a déjà des gens, depuis 1 an, depuis 2 ans, qui s'y préparent, qui commencent déjà leur campagne, et puis maintenant, qui se rendent compte que les élections ne vont pas se faire. C'est certain qu'il y a une crise économique, c'est certain qu'il y a une crise sociale, c'est certain que le problème de l'essence est réel, mais c'est aussi toutes ces violences qu'on voit dans la rue aujourd'hui, c'est aussi la préparation au renouvellement du personnel politique. Et le fait que ça ne se fasse... serait alimenté tout ça? Mais certainement. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux détails des gars qui mettent des barricades dans la rue. Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'on voit que personne ne revendique. Ouais. Donc, c'est un anonymat total et nous ne savons absolument pas... Pourtant, c'est organisé. Il y a quand même ces gens qui placent les barricades, qui protègent les barricades. Donc, c'est quand même organisé. C'est une opération. Oui, c'est une opération. C'est une opération. C'est une opération. Elle a commencé hier. Oui. Ça veut dire que je devais déjà sortir hier et il y a eu comment dire, c'était la préparation psychologique à la journée d'aujourd'hui. C'est ça, c'était clair. Donc, et pour moi, c'est pas... C'est politique, quoi. C'est pas le citoyen qui, de tous les jours, enfin le citoyen de base qui se plaint de ne pas avoir d'essence, qui... Justement, prenons les choses pour ce qu'elles sont. Oui, maintenant ça allait être la prochaine question. Et, professeur Auriol, comment on peut qui est dans cette situation ça, tout le monde n'a même pas là, n'importe monde il faut prendre un jour quand même. Et entre-temps, j'ai ouï dire qu'il y a un ancien Premier ministre qui n'a pas pu se rendre à son travail. Je ne veux pas dire son cabinet. À son travail parce qu'il n'a pas d'essence. Comment un peuple qui n'a une inflation de 19%, comment un peuple qui n'a pas qu'à vaquer occupation parce que Matisse n'est pas bon, marché Hippolyte, bandit fin prendre, quoi beau salle pratiquement fermé, comment on peut faire arrêter et espérer qu'on aller mieux sans ne pas frapper de pied noir à terre? Comment on peut expliquer ça? Bon, moi, je pense que son phénomène qui est connu, hein, ce n'est pas dans la société haïtienne non seulement. L'on peut, d'un niveau côté que c'est chaque matin le lever pour l'imaginer qui ça va le faire pour le cas manger, pour le cas gérer, tout ça que le gain pour le gérer, ou pas grand le temps pour faire politique. Ça, c'est une.
Deuxièmement, mesdames féministes, toujours un petit gens en contravention avec moi sur question ça, vous parlez que taux de filles qui viennent dans le poste politique est extrêmement faible. Et puis, bon, il y a une série de suffragettes canadiennes et australiennes qui finissent enragées pour augmenter tout ça. Mais nous, nos sociétés, ça aurait une société de culture afro-américaine, donc toute partie continent américain qui était contre l'esclavage, côté que filles c'est lui-même qui vraiment est pilier famille. Pas qu'une fille qui vit à l'entrée dans la lutte politique violente, ça. Parce que qu'on est lui-même, le disparaître, le payer prix participation à la vie politique, ça, que c'est toute famille qui peut le détruire à cause de ça. Donc, ça n'en a pas l'air. Et parce que l'observateur étranger est venu aux élections, il n'est pas venu 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, il n'a pas rendu compte à quel point la campagne électorale est violente. Donc, une série de monde qui ne sont pas impliqués dans le combat politique quotidien à cause de ça. Ça veut dire que ni moi ni vous, disons que nous avons un plan politique, vous pensez que nous sommes capables d'alboumer avec des nègres qui mettent l'huile sous pente, qui mettent des barricades dans la rue ou dans la main, sans café. Donc, ça veut dire que la vraie question, c'est qu'on est qui est-ce qui derrière ça, et dans quel objectif. Et pour moi-même, c'est clair, recrudescence de violence, chaque fois que prend une élection, c'est préparation à comment on va la sauter l'État et que, encore une fois, la Constitution permet que le style de poste électif, ça, qu'on y a même ou pas un projet politique ou un projet personnel ou un projet de pouvoir et qu'on peut le régler et ça fait pas. On dit que tout n'est pas fini, c'est ça on dit, et tout n'est pas perdu. Mais bon, là, dans le contexte côté, a parlé d'effritement de valeurs, en contexte côté les plus hautes autorités, ils ont fait objet de scandales à répétition. Un président qui gagne 2 dossiers de justice contre lui, un premier ministre nommé qui vient fait objet de pratiquement 2 scandales. Et on n'a pas l'impression que ça inquiète les gens. On n'a pas l'impression que le monde travaille ça avec le marais pour eux. Donc, peu importe si un premier ministre qui vient diriger le pays, est impliqué dans un cas de corruption pour le vin, c'est pas grave. Est-ce que ça n'a pas l'impression vraiment que réveil n'a pas pourquoi fait? Parce que rien pas impressionné nous encore, rien pas dérangé nous encore pratiquement là. Pas penser ça. Moi, je pense que les gens ont des opinions sur ce qui est passé là, ils ont des opinions sur les gens, mais qu'ils n'ont pas de capacité d'action. Ça veut dire, l'autant des premiers ministres, Van Cabrit, Bagay, etc., qui sont café ou même comme citoyens, qui condamnés, sortant des pas fort plaisir, mais qui moyen qui gagnent pratiquement. Quand on a intervenu, qui sont dit, vous comprenez, même là où il n'y a pas qu'à prendre la rue, puisque vous regardez Petro Challenger essayé à plusieurs reprises pour prendre béton, mais automatiquement, noyauté à l'intérieur d'objectifs politiques qui pas d'objectifs pas au départ, c'était vraiment des objectifs citoyens précis de lutte contre la corruption notamment. Donc, moi, je crois que c'est ça le problème là, et c'est ça, encore une fois, pour moi, son cycle historique qui a fini. Ça veut dire que pas aucun outil politique construit pendant les dernières années. Est-ce qu'on est compatible? Tout le monde qui est arrivé et tout feu, tout flamme en 86, m'a pensé à professeur Maniga, m'a pensé à Gérard Pierre-Charles, par exemple. À Gérard Pierre-Charles, m'a pensé à René Théodore. Ça veut dire qu'ils viennent retrouver dans l'incapacité de monter un vrai parti politique qui peut permettre vraiment de peser sous événements politiques. Oui, mais si nous continuons dans le schéma, ça, justement, côté nous a fini par aboutir. Vous parlez d'un cycle qui a fini, mais qui a fini, qui a débouché sur qui ça? Mais c'est ça, c'est travail pas nous. Peut-être pas un boule cristal là, mais. C'est là que travail pas nous commencer. Ça veut dire que
bon cycle qui a fini, il faut que nous imaginions sa prochain cycle. C'est nous pour créer alors. C'est nous pour créer, c'est nous pour inventer. Du train où ça va, est-ce que vraiment gagner, ou senti qu'on réflexion qu'a faite là, parce que... Il y a plus de monde qui a réfléchi, il n'y a pas de nouveaux groupes qui créent, est-ce que vous comprenez? Donc, bon, il y a une espèce de bouillonnement, je dit, qui n'est pas qu'à prendre la rue, parce que ce n'est pas des gens qui prennent l'imposer caoutchouc. Donc, mais parallèlement, réflexion ça aussi bonne que ta cahier, mais en face, vous gagnez une majorité qui pas agit avec tête encore. C'est ça nous dit. Nous dit que vous pensez son majorité. D'après même combien de monde qui bloquait la rue à la matin. Vous avez besoin plus que 100 monde pour bloquer la rue? Oui, peut-être pas. Mais en termes de choix, on a parlé par exemple, l'opéral vient à la proposition ça. En termes de choix, l'opéral dans l'élection, ou dit, on ne peut pas camper en facile là qui est comme nous là. On ne peut pas camper en facile là qui a une capacité pour les mobiliser bandits. Comment on peut le faire imposer proposition pour là par rapport à la réalité ça, à côté de mon aller plus vers si là qu'a parlé pour vendre là. On revient à la question électorale, on revient à la question constitutionnelle. Tous les postes électifs ne peuvent pas être désignés au suffrage universel direct. Okay. Ça veut dire qu'il faut d'autres institutions qui puissent contrebalancer le suffrage universel direct. Parce que, encore une fois, citoyens, ils comprennent très très bien ça qui a passé. Le plus fort taux de participation qui était gagné dans l'élection ici, c'était dans le référendum sur la Constitution. Après ça, le taux continuellement a baissé. Et moi, je dis, Mme Maniga m'a regardé dans le document pendant le week-end. Mme Maniga qui arrive au premier tour des élections de 2010, Mme Maniga a un peu plus que 30% des voix, okay? Mais ça représente 7% de l'électorat. Ça veut dire que le monde ne peut pas voter, puisque les citoyens même bien comprennent que le lal voter, mon ami député qui dit le votant député non commune, son coutier au voter. Son nègre royal, des cobs dans le ministère, des jobs dans le ministère, c'est pas un nègre royal fait loi en bas dans le Parlement. Donc, le dévoiement de questions électorales, là, soit que nous ne pas comprendre, soit que nous avons des questions de criminalité contre la dernière, par contre, qui l'a dans le champ de la criminalité, qui l'a dans le champ du politique. Donc, et ça, demandons remise à plat au niveau de la Constitution, au niveau du système électoral, au niveau de la loi sur les partis politiques, parce que loi qui gagne sous parti politique, je le dis très fort, c'est une loi scélérate, parce que l'IPAP jamais baille en quel parti politique capacité de constituer, puisqu'on assimile parti politique et groupement politique. Donc ça veut dire que le nettoyage qui peut faire dans ça, il faut qu'il fait en 20 prochaines élections. Il y a un timing. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on reste dans le même contexte institutionnel, les prochains élus vont être exactement comme ceux qu'on a aujourd'hui et qui sont cause de scandales. Ce sont des scandales au quotidien. Prochaine élection, on dit si pour nous travailler sur la Constitution avant eux-mêmes, donc nous avons privé dans le contexte côté, bon, évidemment, nous déjà pour gagner un vide à la Chambre basse, le deuxième lundi de janvier, et on pourra perdre du tout autorité locale. Et on pensait vraiment sans outils sérieux, nous avons toujours pensé travailler sur la Constitution avec seulement le président qui a choisi là jusqu'à 2022. Constitution 87, je ne sais pas combien de temps le prend, mais c'est moins de 6 mois. Oui, il te prend pour le faire. Pour un meilleur travail, pour un meilleur document, parce qu'on a critiqué là. Oui. Rien ne dit, c'est pas parce qu'il fait à la va-vite qu'il fait le nom. Oui, mais entre-temps, il y a un paquet de livres qui écrit, il y a un paquet d'articles qui écrit, il y a un paquet d'informations qui sont disponibles. Et puis surtout, c'est pour nous garder des bagailles. Il faut que nous suspendions de penser que c'est des bagailles haïtiens pour nous faire. C'est pour nous capables d'inspirer nous. Moi-même, je travaille sur l'aménagement du territoire et dans le bureau côté mien. Mais je ne suis pas foutu administrer le territoire là, avec structure, autorité locale qui gagne. Ça veut dire que numéro 1, ou obligé à aller dans l'élection en cartel. Il faut que c'est 3 personnes. Nous connaissons que solidarité en dans cartel, il dure le temps de campagne électorale. Là, depuis que nous avons élu, vous même de pied, pour toutes sortes de raisons. Quand vous gagnez sous le même espace, là,
au moins 2 types d'autorité. Ça veut dire qu'on a un magistrat, ça c'est magistrat commune, et pour un des Kazek qui ont même dans la section rurale. Bon, tendance, c'est que M. Kazek a tendance à pousser les magistrats à préoccuper seulement partie plus ou moins urbanisée qui vient dans la commune, mais la loi dit qu'il y a une autorité sur tout. Il faut nous donner réponse à ça. Parce que moi-même, l'homme dit, bon, il faut que nous fassions air protégé là. Parce que c'est là que toute source, pour exemple très, très simple là, sur Kinskov, entre Kinskov et Fursi, c'est là qu'on gagne source rivière grise, source rivière froide. Rivière froide, c'est lui-même qui alimente toute source qui alimente Port-au-Prince. Rivière grise lui-même, c'est lui qui a contribué à réalimenter nappe phréatique que nèg a fouillé, mettez de l'eau dans le camion, et plus rivière Momas. OK? Donc, ça sont zones qui peuvent être totalement sous protection. Mais qui est-ce qui a autorité sous zone ça? Qui est-ce qui a autorité? Est-ce que c'est magistrat? Est-ce que c'est travaux publics? Est-ce que c'est Kazek là? Qui est mon interlocuteur dans un dossier de vital? Parce qu'il y a 5 millions de monde qui boivent de l'eau en bas. Et réalimentation de l'eau, c'est en l'air là à la fête. Donc, moi-même, en tant que monde qui travaille en aménagement du territoire, la Constitution ne peut pas permettre de gérer le territoire dans le genre que lié là. Parce que nous ne connaissons pas qui est-ce qui est responsable de qui ça. Donc, c'est une réflexion profonde qui t'a supposé aboutir à de nouvelles lois, ou ne pas dire une nouvelle constitution. D'abord, une nouvelle constitution. C'est ça. Parce que tout gourmet qu'on a là, c'est pour pouvoir lier. Il faut que nous clairs sur ça. Ce n'est pas pour démocratie, c'est pour pouvoir. Il y a une jeune qui est assez désintéressé, qui est assez patriote, qui a nous bagaille, ça ne va pas penser à intérêt pâle ou bien intérêt. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que tout le monde a parlé de société civile. Société civile n'a pas de définition. Elle est là pour la défense des intérêts particuliers. Donc, il y a ces joints un équilibre entre différents intérêts particuliers, ça pour nous faire société en marché. Mais intérêt particulier, pas qu'à on est qui veut avoir accès au Parlement pour le faire comme, pour le bâtir, pour le voir madame ni à l'étranger. Donc, c'est ça qu'on vivre. Donc, c'est lui-même pour nous suspendre. Mais il faut que nous expliquions, encore une fois, une pédagogie pour expliquer aux que ça qui a passé dans l'institution, ça qui a passé sur le terrain, l'IGON origine. Ça veut dire origine dans ce dispositif de distribution de pouvoir dans l'État, et c'est la Constitution qui crée le dispositif ça. C'est pour un bagage. C'est pas eux-mêmes, c'est pas mauvais nègre, c'est pas bon ou pas bon. Parce que justice la fait. Même si tu mettez Dieu le Père dans le Parlement, arrive un moment où tu as pour 100 000 $ dans mon nègre. Parce que c'est comme ça, ou ballon pouvoir qui ont un pouvoir excessif sous vie politique au quotidien. Madame Auriol, c'est un plaisir pour nous débattre avant matin. Et nous gagnons peut-être pour nous avoir une perspective là, je dis là. Et nous avons tenté de lire plusieurs fois, vers qui ça nous peut aller. Demain, comment ça va sembler? Il faut imaginer. C'est nous chaque qui peut imaginer dans le domaine de compétences pas nous, ou même moins sûr qu'en tant que journaliste, nous-mêmes nous avons essayé, nous avons information vérifiée. Ce n'est pas tout journaliste qui fait. Il y a des radios qui sont extrêmement, comment on est capable de dire ça là, qui mettent une population non aigreur, on t'a dit en forme de violence qui pas intéressant du tout. Donc c'est chaque monde dans le domaine de compétences qui peut dire bon, ok, on a la liberté de parole maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la maîtrise? Le gain médisance, non, l'autre mot qui est plus fort que ça, comment nous-mêmes en tant que professionnels, nous sommes capables de réglementer, parce que le tout n'est pas d'avoir une association, c'est pour que l'association en lui-même lui définisse normes éthiques et façon que la profession a pu exercer. Le grand docteur qui font erreur professionnelle, je dis, qui est-ce qui a sanctionné? Donc c'est tout ça pour nous imaginer, et c'est qu'on y a pour nous imaginer. Très bien. Eh bien voilà, donc situation, c'est pas gagné une distribution qui fait matin en point. Nous avons constaté ça. Déjà, le gouvernement a annoncé une rupture de stock pour la gasoline. Ça veut dire qu'il y a un petit diesel qui était. Jeudi, a été supposé gagner une cargaison qui arrivait. Bon, évidemment, nous avons au moins 3 jours pour commencer à arriver dans la station. Mais avec cette situation, si cela persiste, est-ce que le camion n'est pas le cas, prend la roue pour livrer gaz dans le contexte ça,
il paraît difficile. Attendons de voir de quoi demain sera fait. Michel Auriol, ça a été un plaisir. Merci d'avoir bravé les dangers pour être avec nous ce matin. Nous juste souhaiter que vous tourner, j'en définis sans trop de difficultés. On attend calmement que un petit gens refroidi et puis on pas croire que son big deal retourner là quand même. On espère ça. Voilà, merci d'avoir été avec nous à la rubrique Le Point de ce matin. Professeur sociologue Michel Auriol était avec nous pour un regard sur l'actualité, sur la société, pour comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et vers quoi on va. J'espère avoir apporté des réponses à ces questions. Excellente journée sur Métropole. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.